Nous avons maintenant un temps pour des, des retours éventuellement de cette méditation pour vous, ou des questions concernant la retraite. Voilà, s'il y a des questions, s'il y a des choses au niveau même technique, des informations qui vous manquent au niveau de cette retraite ou des 3 retraites. Sachant qu'à la fin, il y aura quand même, par rapport aux 3 retraites, il y aura des informations sur les moments où on se rencontre après et tout ça. Et sur les enregistrements, le partage. Voilà, ou sur le discours, où je me rends bien compte que voilà, il faut un peu du temps pour pouvoir éclairer, en fait. C'était juste un peu une introduction à cette approche. Ça va prendre un petit peu du temps. J'espère pouvoir ramener de l'eau à votre moulin cet après-midi. Mais voilà, donc retour d'expérience, questions, n'hésitez pas. Moi, je m'interroge, donc c'est Hélène qui parle, je m'interroge sur en quoi cette impermanence nous libère, puisque cette impermanence, de ma compréhension, c'est vraiment un état de la nature humaine, de la nature au global. Euh, Est-ce que c'est l'acceptation de l'impermanence ou est-ce que c'est l'impermanence en soi qui nous libère? Mhm. Tu vois, c'est pas hyper clair pour moi en fait. Alors, c'est pas en soi la permanence qui nous libère, c'est la connaissance de la permanence qui nous libère. La permanence, un phénomène de la nature qui est, semble-t-il, euh, pas du tout contre-intuitif, comme je le disais, alors que ce qu'on va voir plus tard sera plus contre-intuitif, mais ça, c'est assez évident. Bon, les choses sont impermanentes, nous sommes impermanents, ok. Mais bien qu'on le comprenne assez facilement, on l'a pas du tout intégré. Et c'est cette intégration, en fait, qui va libérer, d'une part, il y a, comme je le disais, dans cette approche, il va toujours y avoir ces 2 parts. D'une part, la compréhension de la permanence. À travers l'observation de la permanence dans nos méditations, on devient de plus en plus conscient du changement. On voit dans notre expérience que tout a un début et une fin. Et du coup, dans notre attitude, ça va nous transformer aussi. Dans notre relation aux choses, ça va libérer, ça va ramener de la souplesse par rapport à l'attachement. Et il y a beaucoup à dire au niveau de l'attachement aussi, parce que l'attachement est pas, comme on l'entend parfois, c'est pas toujours une mauvaise chose. Au contraire, il y a plein de moments où l'attachement est absolument nécessaire et rien ne fonctionnerait sans l'attachement. Mais bon, il y a des fois où c'est très problématique et du coup, là, ça va permettre de ramener de la souplesse. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, le fait de voir la permanence dans la pratique elle-même de la méditation nous permet d'être moins pris, alors ce serait intéressant d'avoir des retours, mais nous permet d'être moins pris et éloigné de notre centre par des, des pensées qui se construisent dans le long terme et tout ça. Ça nous permet aussi, dès qu'on revient, dès qu'on remarque qu'on était parti dans une pensée, bah, en fait, ça fait partie de la pratique de remarquer que, il y a eu ce moment d'absence et maintenant il y a un moment de présence. Hop, impermanence, ça change, ça change, ça change. Donc, il y a une très grande acceptation du changement. Plus que, oh là là, j'étais encore absent pendant au moins 10 minutes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'arrive pas à méditer, tout ça. Parfois, ça fait ça, le fait de constater qu'on était absent pendant longtemps. Tandis que si on observe la permanence et qu'on devient familier avec elle, on accepte plus facilement le changement. On accepte que les choses sont comme elles sont. Et peu à peu, on accepte même que ce moment, il n'est pas plaisant, mais on s'en fout en fait. Et puis ce moment, il est plaisant, mais aussi on s'en fout. C'est, si on n'a pas cette souplesse avec la permanence, le moment plaisant, on va vouloir qu'il continue. On va vouloir le rendre permanent. Et le moment déplaisant, on voudrait qu'il parte tout de suite. Et du coup, en méditation, en fait, si on regarde notre processus intérieur de méditation, on est tout le temps en train de chercher un certain type d'expérience et de ne pas vouloir un autre type d'expérience. Et là, l'acceptation, de voir la permanence, de voir que ça n'a aucun sens, rien n'est permanent. De le voir, du coup,
on se relaxe avec ce besoin que ça dure parce que c'est bien et que ça s'en aille parce que c'est désagréable. On se relaxe avec ça. Et quand on se relaxe avec ça, on fout la paix un peu au mouvement de la vie qui défile et il y a quelque chose qui se pose. Et quand il y a quelque chose qui se pose, à ce moment-là, il va y avoir moins de défilement. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu truqué ce système, mais il va y avoir moins, quand il y a quelque chose qui se pose, il va y avoir moins de phénomènes, moins de soi, moins de temps, moins de phénomènes extérieurs. Il va y avoir moins de ça quand quelque chose se pose. Et de là, on va pouvoir voir comment notamment, pas que, mais notamment l'acceptation de la permanence, c'est-à-dire la non-acceptation du fait que tout bouge et que tout est continuellement en transformation. Donc, nous, on veut figer ce qu'on aime et on veut l'absence de ce qu'on n'aime pas. Et on va voir que le fait d'être plus relax et de plus accepter ça fait qu'il y a quelque chose qui se pose aussi dans notre quotidien, dans notre état d'esprit, dans nos relations à la vie. Et on va voir comment, en fait, la densité parfois du temps, de l'expérience et de la sensation d'un soi séparé est construite. Et comment, à certains autres moments, elle est absolument pratiquement absente. Il peut y avoir des moments en méditation où il y a une pratiquement totale absence de sens de soi, de sens du temps et de perception, de phénomènes, d'objets. On peut avoir cette expérience-là en méditation, quand l'esprit est silencieux. Et on peut voir quand, dès qu'il se remet, il remet en mouvement le temps. Ah, dès qu'il va y avoir qu'est-ce que je vais faire après? Et dans qu'est-ce que je vais faire après? Il y a les trois éléments sont là. Il y a le après qui est le temps, le jeu qui est le sujet, et le quoi que je vais faire qui est l'objet. Les trois reviennent en même temps. Parce qu'il n'y a pas une acceptation de ce moment peut-être d'ennui. Il peut y avoir un moment d'ennui en méditation. Moi, je vois souvent ça en méditation. Je trouve ça hallucinant. Je suis là, il y a un grand calme, et il va y avoir une pensée qui émerge et qui va dire à quoi est-ce qu'on penserait bien maintenant? Et c'est juste une pensée qui émerge. Et donc, de temps en temps, il peut y avoir un peu d'ennui ou une envie qu'il se passe quelque chose, et hop, le monde est remis en branle. Sauf s'il y a une acceptation des choses telles qu'elles sont. À ce moment-là, le monde n'est pas remis en branle. Il y a une pensée qui émerge. Ah ben, à quoi est-ce que je penserais bien maintenant? Ça fait un sourire à l'intérieur, les deux sont vus, et puis tout s'en va. Donc, c'est la reconnaissance de ce mouvement, c'est donc la reconnaissance et la compréhension, la reconnaissance dans notre expérience de ce mouvement continu de changement et de transformation, l'acceptation de ce mouvement et la compréhension de comment la non-acceptation de ce mouvement crée le monde. Voilà, c'est tout ça qu'on explore. À travers la permanence, ce mois-ci, à travers le thème de la souffrance, qui ne parle pas de lui-même, le mot souffrance ou ça peut être souffrance, ça peut être résistance, ça peut être insatisfaction. Ça ne parle pas de soi, ce thème. Il est très beau, ce thème, en fait, mais dit comme ça ne sonne pas très beau. Et puis le thème du non-soi, qui, lui, est beaucoup plus contre-intuitif que les autres. Il y a un peu une progression, en fait. Ces trois thèmes vont être extraits. C'est des points de vue, hein. C'est des manières de voir. L'impermanence devient une manière de voir. Ça, c'est important. Ce qu'on pratique, c'est des manières de voir. Donc, d'ailleurs, je le redirai à la fin, mais ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a compris le processus de la permanence et qu'on l'a remarqué dans notre expérience, c'est ce qu'on est en train de faire. On y réfléchit, on le comprend, ah ben oui, ça a du sens, on le savait déjà, on y réfléchit, ok, on voit que ça a du sens, la permanence. Voilà. Il y a peut-être certains d'entre nous qui ont des notions de quelque chose de permanent. Par exemple, dans la chrétienté, il y a le Dieu qui est omniscient et éternel. Voilà, donc cette notion de permanence, elle existe aussi dans l'hindouisme. Elle n'existe pas dans le bouddhisme. Elle existe dans l'hindouisme. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais dans notre expérience, on peut voir que oui, la permanence, c'est assez incontestable. Tout ce que j'étais quand j'étais petit, ça s'est changé, ça s'est transformé en ceci, cela. Voilà, mes manières de penser, mes manières de ressentir, mon corps. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est assez facile. Je ne sais plus où je voulais aller avec ça. Donnez-moi une minute.
voir si ça revient. Oui, voilà. Donc, on voit dans notre expérience, on comprend l'impermanence, on la remarque dans notre expérience. C'est ça la différence entre juste la philosophie et la philo et méditation. C'est que comprendre l'impermanence, c'est l'aspect philo, et puis la voir dans notre expérience, c'est l'aspect méditation. Donc, on comprend le processus de l'impermanence intellectuellement, on le remarque et on passe du temps à l'observer dans notre expérience. Et une fois qu'il est suffisamment intégré, on va voir notre expérience à travers cette compréhension. C'est-à-dire que quand on va avoir un moment où on est malade, on va ramener consciemment je sais que ça ne va pas durer. Ou un moment où, un moment où une situation, on a par exemple, imaginez vous ouvrez une bonne bouteille de vin. Vous aimez bien le vin. Et là, vous ouvrez la bonne bouteille qui est dans la cave depuis des années. Eh ben, de savoir que ce moment, chaque gorgée, en fait, est précieuse parce que ça ne va pas durer. Cette bouteille, au moment où elle va être finie, c'est la conscience de la permanence. Et quand on le sait dans notre expérience à ce point-là, on va goûter le vin comme personne. À l'inverse, on pourrait ne pas du tout y accorder d'attention, être dans une pleine discussion et à un moment, la bouteille est finie, on se demande quel goût ça avait parce qu'on n'était pas trop là quand on l'a bu. Donc, ça, c'est à l'inverse, ça va ramener une attention précise au moment qu'on veut vraiment savourer parce qu'on va voir notre expérience à travers la conscience de la permanence. Voilà, c'est ça en fait on va faire, que ce soit l'impermanence, l'insatisfaction et le non-soi. Ce sont 3 points de vue. Il y en a des millions de points de vue. On utilise tout le temps des points de vue, des concepts. D'après Robert Bea, donc cet enseignant dont je vous parlais, ça c'est très intriguant, aucune perception n'existe indépendamment du concept. Nisargadatta Maharaj dit la même chose, la perception n'existe pas sans la mémoire. Les neurosciences disent la même chose, avant d'être conscient de quelque chose, la perception est déjà passée par 3 endroits dans le cerveau, dont un, la mémoire. Donc ce dont on devient conscient dans ce moment est déjà quelque chose qui a été retravaillé, d'après les neurosciences, c'est leur partie, par le cerveau. On ne perçoit pas les choses en direct, on les perçoit reconstruites. Et donc, là, tout ça, elles sont reconstruites à travers des concepts, des manières de voir. Suivant la manière de voir qu'on utilise, on va vivre une expérience différente. Et ici, il y a 3 manières de voir qui vont être élaborées, développées et approfondies, qui sont 3 manières de voir essentielles proposées dans le bouddhisme. Et ici, c'est la permanence. Donc, cette manière de voir pendant un mois, on va essayer de voir toute chose en sachant que cette chose a une fin. Et ça, le fait de ramener ce savoir dans notre regard au moment où on est en contact avec la chose, va transformer. À vous de voir. À vous de voir qu'est-ce que ça fait. Et si c'est une bonne manière de voir, ben on va la garder. Puis si c'est une manière de voir qui ne fonctionne pas bien, ben on ne la garde pas. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ou Laurence qui s'approche. Oui, en fait, moi, j'ai avec le terme avec le terme contre-intuitif. Quand tu utilises le terme contre-intuitif. Ah, alors, c'est dommage parce que ça coupe chaque fois au moment où tu dis le terme. Alors, contre-intuitif. Contre-intuitif, ok. J'ai du mal à Oui. Contre-intuitif, c'est-à-dire, par exemple, il y a une citation d'un philosophe des sciences, comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Mais, enfin bref, ce qu'il dit, c'est pour être un bon physicien, on doit travailler contre son cerveau. C'est bizarre comme manière de dire, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, dans l'exploration de ce qui est réel, on va devoir, intuitivement, on va avoir un sens de la réalité qui est erroné. Un sens qui s'est développé depuis la naissance du cerveau humain
et qui s'est développé et qui a été transmis par les gènes. Hein. Toute notre architecture cérébrale est complètement transmise par les gènes. Il y a juste une toute petite partie c'est comment ça s'appelle? Les endogènes, je suis plus sûr. Bref, il y a une toute petite partie de possibilité d'acquérir du nouveau, mais sinon, toute notre manière de voir, de percevoir à travers les sens et de reconstituer des images cohérentes est transmise depuis la nuit des temps. Et donc, la manière dont on voit, que ce soit la manière dont se voit nous-mêmes, la manière dont on voit un arbre ou une plante ou une chaise ou n'importe quoi, elle est, on va dire, conventionnelle. C'est-à-dire qu'elle est apprise. C'est pas sûr du tout qu'un chat ou une mouche voit la chaise de la manière dont on voit la chaise. Parce que à la fois, elle n'a pas les mêmes systèmes de perception, les sens, et à la fois, elle n'a pas le même cerveau qui, lui, retravaille l'image pour que ça fasse cohérent, parce que c'est pas une image, c'est des vibrations. Alors, il y a un cerveau derrière qui fait du boulot pour redonner une image cohérente. D'accord? Et on a tous, on est né déjà avec tout un système qui est prêt à interpréter les signaux reçus et on a développé dans notre petite enfance tout un tas de codes qui sont en fait, c'est conventionnel. La manière de percevoir est conventionnelle, on va dire. C'est des apprentissages qui sont faits au fur du temps et qui sont conventionnels à l'esprit humain depuis sa création, à notre société, il y a un peu un mélange de tout ça. Et du coup, là, on va voir, par exemple, en physique quantique, on remet en question la ligne du temps. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe maintenant détermine ce qui s'est passé avant. Eh ben, c'est contre-intuitif. Parce que toute notre expérience nous dit l'inverse. C'est ça, contre-intuitif. C'est toute notre expérience nous dit l'inverse, en fait. Par rapport à la connaissance de soi, par rapport à la connaissance des objets, ça va être mais non, c'est pas comme ça, je vois bien que les choses sont comme je les vois. Et ça va être très dur, en fait, de remettre en question les manières intuitives dont on perçoit les choses. Voilà, en fait, ce que j'en comprends, c'est que si on pratique bien la méditation et qu'on arrive à aller au bout de cette méditation sur l'impermanence, on deviendrait intuitif dans toutes les situations. On pourrait. S'il y a impossible d'être en intuition totale avec le reste du monde, quoi. On serait probablement beaucoup plus intuitif ou on aurait développé un sens de l'intuition qui est plus juste, mais notre intuition, à ce stade en tout cas, l'intuition dans certains contextes, on parle, ce qui est difficile, c'est des choses qu'on va dire à un certain niveau de notre expérience ne sont pas applicables à d'autres niveaux de notre expérience. De la même manière que ce qu'on dit au niveau de la physique générale n'est pas applicable au niveau de la physique quantique, et que c'est ça leur gros défi en physique pour le moment, c'est de trouver une théorie du tout, ils appellent la théorie du tout, une théorie qui soit applicable dans les deux, mais pour le moment, c'est le bordel total. Ce qu'on dit en physique quantique n'est pas du tout juste en physique générale et vice-versa. Et c'est pareil dans notre expérience. On va dire que, d'une façon générale, on peut dire qu'on peut faire une certaine confiance à notre intuition, mais d'une façon beaucoup plus précise, on peut dire que notre intuition nous trompe complètement. Voilà. On va en rester là pour le moment. Ça va probablement se clarifier, j'espère, avec le temps.